top départ. C'est parti. Nicolas Vizier, donc je me présente, je suis le délégué général d'Atlan-Bois. Atlan-Bois, c'est le bâtiment B juste en face, un magnifique bâtiment en bois de pays, en douglas, en chêne, en peuplier. Vous pourrez aller le visiter, on en redira quelques mots tout à l'heure. Et j'ai la lourde tâche d'animer cette table ronde. Pour vous dire une lourde tâche, parce que rien que pour fixer le titre de cette table ronde, je crois qu'on a dû passer 2 bonnes heures pour se mettre d'accord. Donc je l'ai bien noté pour ne pas me tromper. Valorisons la forêt française et préservons sa biodiversité. Voilà. Merci aux organisateurs de nous avoir invités, de nous donner la parole. Ça nous fait très plaisir dans ce lieu qui est un lieu magique et que vous avez merveilleusement installé. Je crois qu'on n'avait jamais vu une tribune aussi belle. On disait ça, Guylaine, hier soir. Voilà. Donc voilà, merci à tous. Juste quelques éléments de contexte. On disait qu'en préambule, avant de présenter donc, les 5 intervenants, ça serait bien de vous redonner quelques éléments très courts. Philippe, mon collaborateur à Atlan-Bois qui s'occupe de forêt, voulait que je vous donne énormément de chiffres. Je voulais vous donner 2 chiffres. Vous dire que la forêt française, avant la révolution industrielle, c'était à peu près 10% de la surface de la France et qu'aujourd'hui, on est à environ 30% de la surface de la France est occupée par la forêt. 30%, c'est quand même un chiffre important que l'on redonne assez régulièrement. Et puis un petit focus aussi sur les Pays de la Loire. Aujourd'hui, on va parler de la France et puis on parlera un petit peu de notre expérience parce qu'on est 3 à être ici, à être ligériens. En Pays de la Loire, on a à peu près 340 000 hectares de forêt. Hein, ça représente à peu près 10% du territoire, donc beaucoup moins que la moyenne. Et la forêt est à 90% privée, 10% public, et elle est occupée donc au niveau privé par plus de 120 000 propriétaires forestiers. Voilà. Quelques chiffres pour vous dire un petit peu où on en est donc en France et en Pays de la Loire. Alors, je vais demander tout de suite, je vais donner la parole à nos 5 intervenants. Je les remercie d'être présents. Alors, qui est-ce qui veut commencer? On va commencer peut-être par Renaud. Alors, on doit se partager les micros. Hein, donc, moi, je vais garder les miens et puis vous allez vous passer le micro. Je vais vous proposer en 2-3 minutes chacun de nous expliquer qui vous êtes et votre structure. On a la chance d'avoir une belle représentation autour de la table. Donc, Renaud, à vous. Merci Nicolas. Bonjour à chacun d'entre vous. Je représente ici les intérêts des forestiers privés. Je suis le président du syndicat des forestiers privés de Loire-Atlantique. Président récent, puisque j'ai été nommé à la fin de l'année 2017. J'ai un passé essentiellement d'entrepreneur, loin de la forêt, dans des activités qui touchaient plus à l'immobilier et à la finance. Alors, quelques éléments rapidement pour vous présenter Fransilva, donc, qui est le syndicat national des forestiers privés. Concernant le département de la Loire-Atlantique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une très grande majorité de la forêt privée, c'est-à-dire en Loire-Atlantique, à peu près 80%, je crois, est aux mains de forestiers privés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80% des forestiers privés sur la Loire-Atlantique adhèrent au syndicat Fransilva. Donc nous sommes un syndicat qui est extrêmement représentatif avec ses 550 membres. Et ce qui est peut-être moins su, c'est qu'il y a très peu sur la Loire-Atlantique de grands propriétaires. Il y a surtout beaucoup de petits propriétaires, donc beaucoup de petits forestiers privés, ce qui n'est pas en soi péjoratif, mais ce qui donne une certaine dimension à l'objet. Je vais vous donner 3 chiffres qui sont à ce stade intéressants. 32% des forestiers privés possèdent entre 10 et 25 hectares. 12% possèdent moins de 5 hectares et 7,5% possèdent plus de 100 hectares. Donc ça vous place, si vous voulez, bien les choses et vous montre à quel point il y a une diversité de forestiers privés par la surface. Alors notre objectif, bien sûr, c'est la défense des forestiers privés, de les accompagner dans leur intérêt économique, écologique, environnemental, qui sont des éléments importants, de jouer un rôle de veille sur tout sujet qui touche à la forêt, qu'il soit une fois de plus environnemental, économique, juridique. Et notre rôle, c'est bien de transmettre de l'information, d'accompagner les forestiers privés et d'être un interlocuteur face à tous les acteurs qui s'intéressent au bois, qu'ils soient ceux de la filiale, mais les pouvoirs publics par exemple. Merci. Bon, on va continuer le tour de table. Paul-Emmanuel pour nous présenter PEFC. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Paul-Emmanuel Huet, je suis directeur exécutif de PEFC France. Alors, PEFC est une organisation non gouvernementale, une ONG, créée en 1999 en France et qui a pour vocation
de promouvoir la gestion durable des forêts en garantissant cette gestion durable au travers d'un mécanisme de certification forestière et un mécanisme d'audit indépendant. Aujourd'hui, PEFC en France et PEFC au niveau international, alors PEFC au niveau international, c'est 313 millions d'hectares qui sont certifiés dans le monde. Donc c'est aujourd'hui PEFC le leader en termes de surface certifiée dans le monde. Et au niveau de la France, PEFC représente environ 8 millions d'hectares de surface certifiée, dont un peu plus de 6 millions d'hectares en France métropolitaine. Donc, de manière à vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, un tiers de la surface française est certifiée PEFC et environ 2 tiers de la production forestière française, donc produite annuellement de ces forêts, est également certifiée PEFC. Et PEFC, c'est donc bien évidemment la promotion de la gestion durable, donc des exigences au niveau forestier, sur ce qu'on appelle le premier maillon de la chaîne, mais également des exigences de traçabilité pour que vous, consommateurs, quand vous achetiez un produit bois certifié et que vous voulez avoir des garanties sur l'origine du bois, vous avez la garantie au travers du label PEFC que ce bois non seulement a été produit dans des conditions de gestion durable, mais également que l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement de ce produit bois ont fait l'objet d'audits indépendants annuels et donc sont bien habilités à vous fournir du bois certifié. Et donc aujourd'hui, PEFC France, c'est 3000 entreprises qui sont dans la chaîne de production filière bois-papier. Donc aussi bien des imprimeurs, des éditeurs, des entreprises de parquet, d'ameublement, des distributeurs. Et donc l'ensemble de ces entreprises font partie de la famille PEFC France et donc accompagnent la mise à disposition de produits certifiés avec des garanties de gestion durable sur le marché français. Voilà en quelques mots, mais j'aurai l'occasion d'y revenir après. Merci. Donc on va donner la parole à Guylaine pour l'ONF. Bonjour, merci. Donc Guylaine Archevêque, je suis directrice d'agence territoriale Pays de la Loire pour l'Office national des forêts. Je suis ingénieure de l'agriculture et de l'environnement de formation. L'Office national des forêts, je pense que beaucoup pensent savoir de quoi il s'agit. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui a été créé en 1965 et qui est l'héritier de la grande administration des eaux et forêts. C'est une administration dont les germes se trouvent il y a bien longtemps dans une ordonnance écrite en 1346, dite ordonnance de Brunoy, qui commence à organiser la façon dont les forêts dites publiques en France sont gérées. Donc l'Office national des forêts est en charge de mettre en œuvre une gestion durable au sein des forêts publiques françaises. Ces forêts publiques représentent 25% à peu près de l'ensemble des forêts au national. Leur gestion s'articule autour de 3 grands piliers que sont d'une part la production de bois pour répondre à nos besoins à tous, d'autre part la protection de l'environnement et enfin l'accueil du public. Les forêts en question sont dotées de documents de gestion dont la plupart, et notamment ceux qui concernent les forêts domaniales, font l'objet d'un contrôle par un organisme certificateur dont mon voisin est le porte-parole aujourd'hui. Et donc ce sont des forêts qui bénéficient d'une certification au titre de PEFC. Au niveau des Pays de la Loire, la forêt publique représente 10% simplement, des 10% du territoire couvert par les massifs boisés. Nous sommes donc le petit poussé ici, mais fiers de détenir entre nos mains plusieurs massifs domaniaux de quelques milliers d'hectares chacun, qui présentent des spécificités très diverses, allant de forêts littorales, que vous connaissez probablement pour les traverser lorsque vous allez visiter les plages, en Vendée notamment, jusqu'aux forêts de grand renom pour ceux qui transforment le bois, telle la forêt de Bercé, qui est bien connue pour la qualité des produits qui en sont issus. Voilà, donc je passe le micro à mon cousin de la forêt privée, donc c'est un grand cousin, 90%. Merci Guylaine, au Carnot pour Merci, la forêt cousine. privée. Donc, je suis Arnaud Guillon, je suis le directeur du Centre régional de la propriété forestière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête ?
En fait, Guylaine vient de vous dire que l'ancienne administration des eaux et forêts a été scindée en plusieurs organismes. Pour s'occuper de la forêt publique, on a vu l'Office national des forêts, qui est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, et le Centre régional de la propriété forestière, qui est un établissement public à caractère administratif, mais en charge de développer une gestion durable de la forêt privée. Alors, ça veut dire qu'on est une petite équipe sur Bretagne Pays de Loire. On est à peu près, il y a 1 ou 2 techniciens par département, et nous rencontrons les propriétaires forestiers parce que le législateur a souhaité que les forêts privées disposent de documents de gestion durable. Quand on entend document de gestion durable, c'est un document assez simple où on planifie coûts et travaux et qui répondent à des enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Donc notre rôle, c'est de faire qu'un maximum de la forêt privée soit couverte de ces documents de gestion durable. Donc un petit établissement public, administré par des propriétaires forestiers élus, mais sous tutelle de l'État. Voilà, donc une petite équipe donc au service des propriétaires forestiers. Bon, les propriétaires forestiers, on en a parlé, représentés ici par Renaud. Les propriétaires forestiers, un petit chiffre quand même pour que vous sachiez ce qu'il en est de la forêt privée en France, c'est quand même 3 millions de propriétaires forestiers en France. Alors avec un très très grand, les 4/5e sont des micro-propriétaires, mais il n'empêche qu'il y a quand même 3 millions de propriétaires forestiers en France. Donc certainement, les uns et les autres, vous avez des gens dans votre famille, dans vos amis, qui possèdent, je ne sais pas, quelques arpents de terre. Voilà. Et donc, sinon, pour finir sur ces notions de gestion durable, effectivement, comme le disait Guylaine, c'est inscrit dans la loi depuis très très longtemps en France, cette gestion, alors qui ne s'appelait pas durable à l'époque, ça s'appelait gestion en bon père de famille. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est inscrit dans le code forestier depuis très longtemps. Et puis ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a les garanties de gestion durable au sens de la loi. Et on a la chance également de disposer de systèmes de certification indépendants qui viennent donner une garantie supplémentaire, mais de nature, éco-certification classique qui va au-delà de la loi. Donc il y a toujours ces 2 niveaux. Garantie de gestion durable au sens de la loi, et ensuite un niveau supérieur. Voilà pour cette présentation rapide. Et pour finir le tour de table, on va donner la parole à Charlotte donc pour l'association Cœur de Forêt. Merci Nicolas. Donc, je suis Charlotte Meruès, directrice de l'association Cœur de Forêt. Cœur de Forêt, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2005 et qui avait historiquement donc, pour activité la lutte contre la déforestation dans les zones tropicales. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est beaucoup intervenu dans des zones telles que l'Indonésie, la Bolivie, le Cameroun, Madagascar, avec pour objectif de lutter contre la déforestation en accompagnant les communautés et les populations locales avec des alternatives à la déforestation qui vont être la production de ce qu'on appelle des produits forestiers non ligneux. Donc ça va être des feuilles, des fleurs, des fruits, et l'objectif c'est de développer une activité économique qui soit douce pour pouvoir produire des huiles essentielles, des huiles végétales, du miel, du café. Donc ça, c'est vraiment notre activité dans ces pays en voie de développement, où on va avoir un volet économique pour donner des armes économiques aux communautés pour qu'elles puissent se défendre et préserver leur savoir. Et puis, à côté de ça, avoir un effet de restauration des écosystèmes qui ont été dévastés généralement par les brûlis. Ça, c'était vraiment notre cœur de métier jusqu'à présent. Et puis, il y a 3-4 ans, on a été interpellés sur le contexte de la forêt française qui nous était assez inconnu parce qu'on n'a pas un contexte alarmiste en France, pas du tout. On a une belle forêt qui ne cesse de croître, donc on est plutôt positif. Mais finalement, on a une forêt qui a été un peu délaissée de côté par les propriétaires. On a vu qu'aujourd'hui, on avait 3/4 de la forêt française qui appartenait à des citoyens, c'est-à-dire que c'est un Français sur 20. Donc ici, dans la salle, vous avez un Français sur 20 qui possède une petite parcelle. Et finalement, on a presque 90% de ces propriétaires qui ont moins de 4 hectares. Donc avec 4 hectares, effectivement, on a du mal peut-être à se connecter à sa forêt. Et c'est là où on a vu un enjeu très intéressant d'un point de vue sociétal, environnemental et économique, de reconnecter le citoyen français à la forêt française. Donc c'est vraiment au début notre réflexion. Et aujourd'hui, donc, on travaille dans le Lot pour réfléchir à comment faire en sorte de lever un peu ces leviers qui aujourd'hui font que les Français ne s'intéressent pas. Ils aiment la forêt, ça, on est tous convaincus par la chose, tout le monde aime la forêt, mais on ne sait pas comment vivre avec, on ne sait pas comment s'y intéresser, on ne sait pas comment
finalement, on peut la valoriser. On parle du bois, donc on parle de récolter du bois, mais on parle très peu des produits forestiers non ligneux. Donc là, nous, on voudrait aussi apporter notre expertise et trouver des solutions qui vont pouvoir être durables pour le propriétaire, pour l'exploitant, pour l'industriel du bois qu'on connaît. Donc il y a énormément de potentiel sur la forêt française et on a vraiment envie qu'aujourd'hui les Français s'y intéressent. Je trouve qu'un événement comme celui-ci est une très belle marche pour pouvoir faire en sorte que chacun autour de lui puisse aller voir sa famille et dire voilà, moi j'ai une forêt, qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais la mettre en gestion, je voudrais m'y intéresser, je voudrais trouver une façon de gérer. Et ensuite, on a énormément d'acteurs dans la forêt française qui sont présents ici, qui prennent le relais et qui pourront accompagner tous ces propriétaires avec plaisir. Merci. Donc, je voulais rajouter qu'en préparant cette conférence, en fait, on ne se connaissait pas avec Charlotte, mais on a vraiment l'habitude de travailler avec tous les 5 ensemble, puisqu'on a signé une charte au niveau régional, ensemble mobilisant la forêt pour l'avenir, donc avec le CRPF, avec l'ONF, avec PEFC, avec les propriétaires privés, aussi avec les administrations et avec les acteurs de la forêt. Notre objectif, c'est pas si facile finalement le maillon amont d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble, parce que tout le monde est un petit peu caché, les gens qui travaillent dans la forêt, les exploitants. Mais notre objectif, c'est d'arriver à avoir des axes de travail ensemble. Il y en a 3 axes sur lesquels on s'est mis d'accord. Le premier, c'est gérer durablement. Ça, je crois que c'est un préambule, ça ne se négocie pas. Donc, le deuxième, c'est mobiliser mieux. Mobiliser mieux le bois. On a vu que la forêt était en très fort développement. On voyait avec Philippe ce matin, sur les 10 dernières années, on a eu une augmentation de 30 000 hectares en Pays de la Loire. C'est des chiffres qu'on a validés il y a peu de temps avec la DRAF. Donc on a une augmentation importante. Il faut aussi pouvoir mobiliser. Et puis, on a aussi un dada, c'est le renouvellement de la forêt. Ça, c'est des axes que l'on partage. Mais je crois que Charlotte est aussi assez proche de ces axes-là. Voilà. Alors, tout de suite, une petite question, parce que on ne savait pas exactement qui serait dans la salle. Est-ce que c'est du grand public? Est-ce que ce sont des gens qui sont avertis? Guylaine, on a souvent discuté d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'acceptabilité sociale de la coupe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le grand public, il veut du bois, il plébiscite le bois, il aime la forêt, mais qu'il a un petit peu de mal à ce qu'on coupe des arbres. Qu'en est-il ? Alors, c'est en effet un constat que nous faisons de façon de plus en plus fréquente, une espèce de rupture de lien entre nos concitoyens et ce qu'est la forêt et ce que l'on y fait. De tout temps, la forêt a fait l'objet d'exploitation. De tout temps, elle a été valorisée par l'homme pour ses qualités en termes de chauffage, pour la capacité qu'ont les arbres à fournir du bois d'œuvre pour fabriquer des bâtiments, pour fabriquer des meubles. Et on a tendance, semble-t-il, aujourd'hui à rêver une forêt qui serait sauvage, où on n'exploiterait plus d'arbres, tout en ayant en parallèle envie de détenir chez soi des objets en bois. Donc effectivement, il y a une question qui se pose actuellement de cet ordre-là. Comment faire pour reconnecter les citoyens à ce que doit être la forêt, une forêt gérée et une forêt durablement gérée? Alors nous, on dit toujours à Atlan-Bois que le problème, c'est pas de couper des arbres, le problème, c'est si on n'en replante pas. Or, c'est pas tout à fait le problème en France, Charlotte l'a dit. Arnaud, comment on fait pour exploiter une forêt, pour produire du bois, mais pour respecter sa biodiversité? Alors, au niveau de l'organisation de la forêt privée, toute forêt de plus de 25 hectares doit, comme je l'ai dit, disposer d'un plan simple de gestion, d'un plan de gestion qui, en fait, planifie les coupes et les travaux sur une dizaine d'années, et ce qui permet d'organiser. Ce programme de coupe et de travaux est agréé par l'établissement de telle manière à ce qu'on soit sûr qu'il corresponde à des critères de gestion durable. Alors, après les coupes et les travaux, pour reconnecter avec la discussion d'aujourd'hui par rapport au maintien de la biodiversité, il importe de savoir que ces coupes et ces travaux font partie en fait du cycle de gestion de la forêt. C'est-à-dire qu'on plante où il y a de la régénération naturelle, ou alors ça peut même être de la futaie irrégulière. Pas de souci, tout cohabite et coexiste en bonne intelligence. Mais dès que l'arbre ou le peuplement est mûr, eh bien effectivement, il y a des coupes. Et après, tout simplement, une régénération, un renouvellement.
Après, pour maintenir la biodiversité, ou c'est trop tôt, ou je peux en parler, voilà, pour maintenir la biodiversité dans ce type de gestion, c'est-à-dire qu'il y a l'acte de gestion, mais l'acte de gestion produit du bois, stockage de carbone, etc. Donc c'est vertueux parce que ça stocke du bois, mais est-ce que la gestion elle-même est vertueuse parce qu'elle maintient la biodiversité? C'est un peu les deux pans de ce qu'on pourrait appeler une gestion environnementale assez performante. Alors pour maintenir un maximum de biodiversité, c'est simple, on a des recommandations et des règles qu'on édicte aux propriétaires. Je vais plutôt partir d'exemples, ça sera plus simple pour vous. Par exemple, vous avez un peuplement de chênes. Les gens coupent pour renouveler. Nous, systématiquement, dans les engagements, il peut y avoir des choses, d'ailleurs PEFC le fait également, maintenir des arbres à cavité, maintenir 3-4 arbres à cavité à l'hectare. Pourquoi? Parce que ces arbres à cavité vont accueillir les pics. Les pics vont venir contrôler les populations d'insectes qui sont dans le peuplement, et en fait tout ça va s'équilibrer. Donc moi ce que j'ai coutume de dire aux propriétaires forestiers, c'est conserver des vieux arbres à cavité à l'hectare. Pourquoi? C'est le vaccin de votre forêt. En fait, les pics qui sont dedans vont contrôler les chauves-souris, etc. Et en plus, si vous les coupiez, qu'est-ce que ça vous rapporterait? Des vieux arbres morts à cavité, à part du bois de chauffage. Et encore, ils sont creux. Donc, voilà, il y a des pratiques. Je me rappelle, il y a quelques années, des bûcherons me disaient « Ah, moi, je les coupe, ces vieux arbres. Parce que moi, je travaille proprement, hein, je suis un vrai pro. » Je dis non, il faut apprendre à travailler différemment. Donc ça, c'est un exemple. Autre exemple, on a une évolution de la mécanisation. On a des outils de plus en plus lourds. Donc nous, on essaie vraiment de dire aux propriétaires de respecter des couloirs pour débarder, pour pas que les engins lourds tassent le sol partout. Donc il y a plein de techniques simples, pas forcément coûteuses, qui permettent de concilier une gestion assez dynamique de la forêt, qui permettent de produire du bois, matériaux vertueux dont la société a besoin. Parce que l'idée, c'est par exemple, d'avoir des cagettes en peuplier, c'est peut-être un peu mieux que du plastique partout. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux d'un point de vue organoleptique, etc., par rapport aux moisissures, etc., par rapport à plein de choses. Mais pour avoir ces matériaux, il faut les exploiter. Mais on peut le faire bien. Il y a vraiment des techniques. Alors Arnaud, est-ce qu'on peut dire que PEFC aide justement à faire un petit peu autrement, à faire mieux? Oui, alors, avant de répondre à votre question directement, et bien évidemment la réponse sera oui, je voulais reconnecter par rapport au thème de la conférence. Donc, valorisons la forêt française, préservant sa biodiversité. Comme l'ont dit mes précédents collègues, aujourd'hui, la préservation de la biodiversité passe par la valorisation de la forêt française et donc la production de produits bois qu'on peut consommer, et donc tout ça concourt à la biodiversité. La gestion durable que PEFC promeut, hein, et qui a été énoncée aussi par mes collègues, c'est, mais ça je pense que tout le monde le sait, c'est 3 composantes. C'est la composante environnementale, bien évidemment, avec la composante biodiversité, la composante économique et la composante sociale. Si vous n'avez pas un équilibre strict entre ces 3 composantes, vous ne pouvez pas, quelque part, préserver la biodiversité. S'il n'y a pas d'intérêt économique, il n'y aura pas forcément de motivation pour les acteurs de pouvoir travailler bien en forêt. S'il n'y a pas la composante sociale ou loisirs dans les forêts, et également la composante protection de la biodiversité reste difficile. Et enfin, sur la partie environnementale, biodiversité, effectivement, si on n'a pas de production forestière, si on n'a pas de valorisation, on ne peut pas. Donc les 3 composantes sont très importantes. Et PEFC est là pour garantir le respect de ces 3 composantes au travers d'un cahier des charges, donc des exigences qui sont donc édictées, qui sont régulièrement révisées, et surtout, j'insiste, qui sont édictées suite à un consensus entre tous les acteurs de la filière. Et donc on est aujourd'hui toute une série d'acteurs autour de la table en face de vous, et la force de PEFC, au travers des exigences qui sont édictées de travail en forêt, à satisfaire en forêt, c'est le résultat de consensus autour de tous ces acteurs-là, que ce soit des acteurs du collège producteur, des acteurs entreprises, et aussi des acteurs, ce qu'on appelle les usagers de la forêt, donc des organisations non gouvernementales, des acteurs de la société civile, etc. Donc ça, c'est très important, et les exigences dont je parle aujourd'hui, au niveau du cahier des charges de PEFC, fixe justement toutes les règles à respecter par les propriétaires forestiers notamment, justement pour garantir le respect de ces 3 composantes. Et au niveau de la biodiversité,
comme au niveau de l'environnement, un certain nombre d'actions et d'exigences qui sont mises dans notre référentiel. Arnaud en parlait de certaines tout à l'heure. Je vais également parler d'exigences en lien avec la protection des cours d'eau, en termes de franchissement des engins, également des règles en termes d'adaptation des niveaux et de l'intensité des coupes, des prélèvements au regard de la sensibilité des sols, par exemple. Donc voilà, toute une série de mesures additionnelles, on ne va pas toutes les lister ici, mais qui sont prises justement pour toujours garder en tête de maintenir cet équilibre entre ces trois actions. Alors, moi, je vous coupe parce que le temps passe très très vite. Pardon. Je vais jeter un petit peu un pavé dans la mare, c'est que finalement, on parle d'environnement, on parle de biodiversité. Alors, je suis un piètre animateur parce que j'ai un avis aussi sur la question. J'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup de mal à parler d'économie sur la forêt. Et notamment, nous, on est organisateur d'un très gros salon qui a eu la semaine dernière qui s'appelle le Carrefour International du Bois. On avait invité le monde entier à venir exposer ses produits. Et finalement, je regardais hier les chiffres de consommation du bois en France, c'est 0,15 m3 par habitant et par an, alors que dans les pays du Nord, on est parfois à plus d'1 m3 par habitant et par an. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème justement à arriver aussi à développer notre forêt? On a vu que la forêt elle se développait, mais que finalement, on regarde le sillage en France depuis 15 ans, mais il a plutôt un petit peu régressé. Donc, est-ce que finalement, le problème que l'on a, ce n'est pas le grand public qui ne demande pas assez de bois? Regardez, on lève les yeux. Ici, alors là, on voit très très bien. Les bâtiments qui sont autour, ils sont en grande majorité en béton. Heureusement, on a le bâtiment B derrière. Et puis, on a ici, on a une crèche en face qui est en bois. Mais est-ce qu'on n'a pas un petit souci quand même en France à mettre en avant aussi cette production tout en préservant la biodiversité? Allez, je lance. Je ne sais pas qui veut prendre le micro sur ce sujet. Est-ce que je peux me permettre d'en dire deux mots et après je ne parle plus? Non, mais justement, ça fait tout à fait la transition. On parlait d'exigences au niveau forêt. Mais tout à l'heure, dans ma présentation, je parlais de toute la chaîne. Et il est très important à PEFC, justement, au-delà des exigences fixées au niveau forestier, est un bon vecteur, justement, dans son rôle transversal de valorisation de toutes ces actions auprès du grand public, auprès des consommateurs, auprès de tous les acteurs, justement, qui sont en contact avec les consommateurs. Et j'allais dire, la pédagogie et les messages qu'on peut faire passer autour de ces acteurs sont importants parce que l'idée, c'est de simplifier les messages. Dire, voilà, vous voyez tel logo PFC par exemple, vous voyez tels éléments, tout de suite, ça vous renvoie vers le besoin de sourcer des produits bois et de sourcer des produits bois avec des garanties gestion durable. Et juste pour terminer, c'est aussi pour ça qu'il est important d'impliquer tous les acteurs de la chaîne, et pas uniquement le consommateur d'un côté et le producteur de l'autre, sinon ça ne marchera jamais par définition. Donc il faut vraiment que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement se sente impliqué, et c'est pour ça aujourd'hui que PEFC, on a 3000 entreprises qui sont dans notre chaîne d'approvisionnement et qui sont certifiées PEFC, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui que la démarche soit encore amplifiée pour justement permettre, in fine, comme vous l'avez dit Nicolas, à la fin, à ce qu'un nombre croissant de consommateurs acquièrent ce réflexe d'acheter des bois certifiés avec des garanties gestion durable. Bien. Renaud ? Oui, je veux bien un peu développer l'aspect économique. Alors, premier aspect en amont, avant de répondre à la question en aval, si les forestiers privés étaient d'abord guidés par un intérêt financier, eh bien, ce n'est pas dans la forêt qu'ils iraient, parce que quand on raisonne à tête reposée sur ce qu'on appelle un taux de rendement interne sur la durée de croissance d'un arbre, et un arbre, ça vit vieux, un chêne, on le coupe au bout de 100 ans, un Douglas au bout de 60-70 ans, etc. Ce n'est pas ça qui nous guiderait, puisqu'on a un rendement qui est souvent assez proche du 0 et du 1%. Donc ça, c'est le premier point en amont, c'est vraiment un ensemble de gens passionnés que sont les forestiers privés, et c'est ça qui d'abord les guide. Alors en face de ça, effectivement, il y a un problème de consommation, et le grand public a un rôle très important à jouer, c'est-à-dire apprendre à consommer du bois, et apprendre à passer le cap de beaucoup d'idées reçues qui sont fausses. D'ailleurs, j'ai un petit guide que je vous distribuerai tout à l'heure pour ceux qui le veulent. Par exemple, le bois est un matériau qui a une résistance extrêmement forte, et beaucoup plus forte qu'un certain nombre de métaux, par exemple. Et le bois, contrairement à ce qu'on peut imaginer, a une résistance au feu qui est très supérieure à beaucoup de matériaux concurrents. Donc voilà typiquement une idée reçue, quelque chose qui peut faire peur, alors qu'au contraire, le bois est quelque chose de très rassurant. Donc il faut que le grand public prenne l'habitude de consommer bois, de réfléchir bois. Il y a plein de domaines d'activité et vous pouvez contribuer effectivement à faire vivre cette forêt. Je vais vous donner deux chiffres, enfin un chiffre et une idée qui sont assez intéressantes. Est-ce que vous savez
que les gaz à effet de serre qui sont émis par la France sont à 12% consommés par la forêt. 12%, c'est considérable. Et je vous rappelle tout à l'heure ce qu'on disait, 30% de l'Hexagone est planté en forêt. Et je pense que, alors je me retourne vers les uns et les autres, mais je pense que depuis 500 ans, la France n'a jamais eu autant de forêt qu'aujourd'hui. Donc on est à l'encontre de certaines images dont parlait Charlotte tout à l'heure, d'une Amérique du Sud par exemple qui se déforeste. Donc sur l'aspect économique, consommer, réfléchir bois, c'est aider effectivement à faire tourner nos forêts, à les aérer, à les renouveler, car tout ça contribue à l'équilibre environnemental, à la biodiversité, sur lequel je ne reviendrai pas parce que, vous l'avez compris, les choses aujourd'hui sont parfaitement bien cadrées et enclenchées. Charlotte ? Je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit sur la forêt française et le besoin finalement de rassurer aussi le grand public sur la forêt. On a fait un petit jeu en interne chez Cœur de Forêt où on a comparé la production française et le niveau d'importation. On importe encore aujourd'hui beaucoup de bois en France. Donc finalement, on va importer du bois qui est durablement géré, mais on sait très bien que les filières ne sont pas toujours très, très transparentes. Et on importe aussi du bois qui malheureusement provient de forêts qui ont été dégradées ou en tout cas qui ont été récoltées illégalement. Donc aujourd'hui, c'est aussi une responsabilité, c'est le message que je voudrais faire passer au grand public, de s'intéresser à la forêt et d'avoir une production nationale française où au moins on sait que c'est produit près de chez nous et qu'on peut aller voir voilà, comment c'est produit. Il y a vraiment cette garantie-là d'avoir une production française du bois qui permettra de mieux connaître la forêt. Et on parlait aussi d'une autre notion de renouvellement de la forêt. Une forêt qui est bien gérée, elle se renouvelle toute seule. On n'a pas forcément besoin de replanter. Si une forêt est bien gérée, il y a des cas où effectivement c'est adapté. Ça, on ne pourra pas rentrer dans le détail. Mais il ne faut pas tomber dans le piège, et c'est vraiment dans nos activités. Le plus grand de nos actions en France aujourd'hui, ce n'est pas de replanter, mais de plutôt faire ce travail de communication, de mobilisation avec le grand public pour l'intéresser à sa forêt. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de bienfaits, même sociaux, sur la santé au niveau de la sylvothérapie. Il y a le gouvernement japonais qui a investi 4 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, on est tout à fait conscient que la forêt française a d'autres impacts qu'économiques. Mais aujourd'hui, la forêt, elle est aussi capable de se renouveler toute seule. Donc, consommons du bois, on est tous d'accord, consommons avec une garantie et consommons du bois national parce que c'est en France qu'on aura le maximum de garanties sur notre consommation. D'accord, merci. Guylaine ? Je voudrais juste réagir parce que j'acquiesce en grande majorité à tous les propos tenus jusque-là. Il y en a un qui me fait un peu bondir, Charlotte. La forêt ne se renouvelle pas toute seule. Elle se renouvelle avec un petit peu d'aide de la part de gens qui s'appellent des sylviculteurs. Et en fait, c'est ce que je voulais ajouter aux propos tenus par mes voisins de droite. Derrière la forêt et le bois se cachent énormément d'emplois. Il ne faut pas l'oublier. C'est toute une filière en France et ça représente plus que l'emploi de la filière automobile, de l'ordre de 400 000 personnes qui vivent de la forêt et du bois, et ils en vivent parce qu'on a besoin d'eux pour qu'effectivement la forêt se renouvelle et pour que la forêt soit en capacité de tenir tous les rôles qu'on attend d'elle. Peut-être pour mettre tout le monde d'accord, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un manque d'investissement dans la forêt. Parce que finalement, je dis toujours, le pétrole, il va mettre 200 000 ans à repousser. On dit les arbres, ça ne pousse pas rapidement, mais au bout de quelques années, on va commencer à faire des éclaircies et utiliser le fruit de la forêt. Donc je pense que sur ce sujet-là, de dire qu'on manque d'investissement dans la forêt, et tout le monde le sait, enfin on le sait autour de la table que 450 000 emplois, c'est énorme. Et les 12% de stockage de CO2, on estime qu'aujourd'hui, on pourrait stocker peut-être jusqu'à 25% du CO2 émis par les Français dans la forêt française. Donc là, l'aspect environnemental, économique, social, on vient de le brosser en quelques secondes. Renaud ? Juste un mot pour dire à Charlotte, attention aux images d'Épinal. Elles font plaisir, on se fait plaisir, elles sont faciles à faire passer. Mais il ne faut pas qu'elle soit à l'encontre des réalités parce qu'elle devient dangereuse et ça devient l'ennemi de l'idée qu'elle veut servir. J'insiste lourdement, c'est en disant les choses avec la plus grande transparence et avec la plus grande vérité qu'on fait avancer. La forêt française se renouvelle et pour être produite, il faut aussi faire des coupes à blanc, il faut aussi faire des coupes d'éclaircies. La grande majorité des forêts privées sont avec des plans de gestion et les petites forêts privées ont de plus en plus ce qu'on appelle des codes de bonne pratique sylvicole qui veulent dire deux choses, qu'il y a un plan de gestion qui accompagne ces petites forêts et qu'il y a aussi un respect
de l'environnement et de la biodiversité. Et c'est le cas. Aujourd'hui, les plans de gestion sont là pour rythmer la production. Donc on ne va pas tout d'un coup aller en contradiction de ces plans de gestion et se mettre à produire plus. L'investissement qui est aujourd'hui est effectué par les forestiers privés est d'autant plus remarquable qu'en face, le rendement, il est souvent très lointain et qui plus est, si on raisonne annuellement, très faible. Donc, je dis tout ça parce que c'est très important de bien préciser ces points. Charlotte, une petite réponse, et puis après on va donner la parole au public. Je vais juste répondre parce que c'est un grand débat et on peut en parler pendant des heures. Quand je dis la forêt française se renouvelle, c'est qu'effectivement quand on fait des éclaircies, on va créer des puits de lumière et on va pouvoir avoir un taux de germination qui va permettre aux arbres de grandir. Donc on est dans cette dynamique-là, il faut bien qu'il y ait une action humaine, je ne dis pas le contraire. Je parlais plutôt de la plantation où on n'est pas obligé de planter au kilomètre. Je crois que vous pouvez être d'accord sur ce sujet-là. On parle de renouvellement de la forêt plus que de la plantation. Bon, c'est pas tout à fait le thème, mais ça méritait d'être précisé. Une dernière petite chose, parce que tout le monde est très bavard, on pourrait parler 5 heures, rien qu'entre nous. Mais moi, j'aimerais bien, s'il y a des questions dans le public, alors il n'y a pas que du grand public, parce qu'il y a des gens qui connaissent très très bien le sujet. J'en connais plusieurs dans la salle, mais voilà, moi j'aimerais bien avoir un peu donné la parole. Oui, bonjour. Si vous pouvez vous présenter, si vous représentez quelque chose de particulier en rapport avec le sujet. Oui, Anne Berthet, je travaille au réseau pour les alternatives forestières. Je voudrais aller dans le sens de Charlotte. Je suis désolée, Guylaine, mais j'ai oublié votre nom. Mais la forêt se renouvelle toute seule. Elle était là avant nous. Et voilà, elle a 300 millions d'années. Nous, on a beaucoup moins. Donc c'est juste que nous, on a envie de s'en servir de ces bois. Et du coup, on essaie de la modeler à nos besoins. C'est surtout ça qu'il faut se rappeler. Et donc, monsieur le directeur du CRPF, j'avais une question. Les forêts, vous disiez que le grand public était contre les coupes d'arbres. Moi, je dirais plutôt qu'ils sont contre les coupes de forêt. Et justement, est-ce que vous conseillez les propriétaires dans le sens de faire une sylviculture continue, proche de la nature, irrégulière, qui permet d'éviter les coupes rases? Parce qu'effectivement, quand on se promène, quand on va chasser ou autre, on a envie de retrouver la forêt dans laquelle on était la semaine dernière et pas de retrouver un champ, quoi. Enfin, donc Arnaud. Voilà. Il marche. Oui, super. Voilà. C'est vraiment une question qui devient assez cruciale. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est y a-t-il une sylviculture? Y a-t-il des sylvicultures? On a vu le principe général de la sylviculture, c'est la gestion de la lumière. Pour tout. Pour les éclaircies. Les éclaircies, ça va consister à quoi? À choisir le plus bel arbre. Alors, plus bel arbre, ce n'est pas forcément au sens esthétique, mais au sens de ce qu'on voudra vendre au final, parce que c'est quand même un acte économique, ce genre de choses. Et puis, en gérant la lumière de telle manière à ce que les plus beaux deviennent plus gros. Voilà. Le renouvellement, c'est pareil. C'est du dosage de la lumière. Lorsque vous faites une régénération naturelle de hêtre ou de chêne, vous n'allez pas doser la lumière de la même manière. Le hêtre, il faudra un peu moins de lumière pour qu'il puisse gérer. Si vous éclaircissez trop tôt, après avoir fait votre régénération naturelle, vous aurez trop de lumière au sol et votre semis sera complètement envahi, je ne sais pas, de genêts, de tout ce qu'on veut, et sera complètement étouffé. Donc il y a un vrai acte de gestion et une vraie connaissance par le sylviculteur des cycles naturels de la forêt pour les accompagner et pour effectivement avoir une régénération réussie. Si on laissait faire la nature, qu'est-ce que ça veut dire? La nature peut se renouveler... Arnaud, parce qu'il y a d'autres questions aussi. Peut se renouveler par trouée, par accident, par vieillissement, si on est sur des climats pas trop... Mais à quelle durée de cycle? À quelle durée de cycle? Un cycle naturel peut durer des centaines d'années. Et les cycles actuellement tels qu'ils sont faits pour répondre aux besoins quand même de la société par rapport aux usages bois doivent être plus courts. C'est vrai que si on laisse des cycles complètement naturels, on peut avoir des cycles hyper longs. Sur votre dernière question, que propose le CRPF et que propose aux propriétaires? Nous, on leur donne tout le panel des sylvicultures possibles. Moi, j'ai aucun a priori. Quand je vais voir un propriétaire, je l'écoute. Déjà, j'essaie de le comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui peut m'avoir appelé, je viens d'arrêter de 3 hectares, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça vaut. Quelqu'un peut m'avoir appelé en me disant, moi, je veux absolument faire une gestion proche de la nature. Je leur explique tout le panel. Mais après, on fait en fonction de la sensibilité des gens, on fait en fonction de contexte, parce qu'on est dans un contexte changeant. Sur des évolutions climatiques, j'ai une parcelle de chêne pédonculé qui a été fait pour des usages très courts. C'est un pionnier, le chêne pédonculé. Il n'est plus en station. Le climat évolue. Ils sont tous en train de dépérir. Si je laisse la forêt, après les avoir récoltés, se débrouiller toute seule, j'en aurai pour 200, 300 ans et encore, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Et la forêt doit remplir ces 3 missions. L'État nous a donné 3 missions. Environnementale, sociale, mais
économique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que la forêt est détenue à 90% par des propriétaires qui doivent aussi pouvoir légitimement en tirer un revenu. Alors par rapport à votre question, on propose tous les panels le champ des possibles. On a le droit de ne pas être d'accord. Attendez. Je crois qu'il y avait une question. On va prendre des questions dans tout le public. Là, il y avait... Bon, allez-y. Moi, je suis venu ici aussi pour défendre une autre forêt, la forêt linéaire, qui est extrêmement en déshérence. Donc, on est de Bretagne, je suis de Rennes. On a l'association L'Arbre Indispensable. On travaille avec les chambres d'agriculture pour mettre du bois d'œuvre dans la haie. On fait des formations. Donc, on a édité une charte de l'arbre indispensable. On pourra en discuter ensemble. Mais il y a un désaveu total des producteurs de la forêt bretonne sur cette régénération du bocage. C'est un mépris total. Cette forêt-là, on lui la destine uniquement au bois énergie. Alors, c'est une connerie monumentale, puisqu'il y a du caillou et tout ce qu'il faut dedans. Et donc, sur le bocage, il y a davantage de lumière, il y a davantage de sol, des sols plus profonds, il y a davantage d'eau. On peut réorganiser la fonction hydraulique, justement, du bocage. Donc, on a un avenir conséquent sur les boisements en zone ouverte. Les bords de route, les bords de champs, les bords de rivières doivent revenir dans l'économie. On a davantage de variétés, davantage d'effets climatiques. Et je vous rappelle qu'en Bretagne, 90% du bois d'œuvre sortait du bocage et non pas de la forêt. Je peux vous l'affirmer. Non, alors là, affirmer. Toutes nos villes, nos vieilles villes, ont été construites en bois de bocage et non pas en bois de forêt. Les forêts, au XIIe, XIIIe siècle, il n'y avait plus rien. On a fait des études sur les charpentes. On est parti sur les charpentes. On a du bois de bocage sur toutes nos charpentes du 12e, 13e, 14e, 15e. Voilà. Alors, donc, je suis sur le stand, on pourra en discuter. Pas de souci, on pourra en reparler après. Juste un tout petit mot, Arnaud, parce qu'il y a une autre question, mademoiselle. Alors, peut-être un élément de très rapidement complément. On peut être que d'accord avec vous, évidemment. On peut pas, c'est évident. Alors, simplement, on est en contact là avec les agriculteurs qui veulent essayer d'extrapoler le plan de gestion des forêts pour le mettre au plan de gestion de la haie, c'est-à-dire pour valoriser la haie dans ses fonctions également bois d'œuvre, évidemment. On est assez d'accord avec vous, monsieur. Mademoiselle, il y avait une question là ? Il y a la dame d'abord. Oui. Ici, pardon. Voilà. Là, j'interviens en tant que représentante de l'intersyndicale de l'ONF, qui se bat depuis quelques mois maintenant, depuis longtemps, mais qui s'est vraiment regroupée là depuis quelques mois maintenant pour avoir une audience un peu plus importante, et notamment par rapport à la biodiversité. Parce que là, on est très alarmiste actuellement sur les forêts. Alors, les forêts privées, je ne sais pas trop, mais en tant qu'ONF, on sait que sur les forêts publiques, effectivement, on est dans une démarche où on va vers de la production, et de la production de plus en plus effrénée. Et effectivement, la biodiversité, actuellement, ça passe au second plan. Alors, c'est une image, c'est très bien en vitrine, mais le problème, c'est que la biodiversité, il faudrait qu'elle soit déconnectée de la production bois pour qu'on puisse vraiment en tenir compte et qu'on puisse vraiment travailler là-dessus. Actuellement, l'ONF, ce n'est pas le cas. L'ONF tire ses recettes essentiellement du bois. Et du coup, ça ne suffit pas pour effectivement faire le travail qu'il faudrait faire en forêt pour redonner une forêt bien diversifiée, pour protéger correctement les sols. Là, on est effectivement en train de faire aussi des coupes à blanc, etc. Donc, il y a des secteurs où on a des beaux arbres, où on va maintenir ces forêts-là, et il y a des secteurs où pas du tout. Et là, on est en train d'abîmer la forêt française. Là, on est en train de faire du foin à certains endroits à la place de la culture d'arbres. Et on est en train d'aller vers un peu une monosylviculture suivant les demandes, suivant les besoins de la filière bois. Et le problème, c'est que production, consommation, ça vous en avez bien parlé. La consommation, est-ce que la production doit suivre la consommation, ou est-ce que la production doit suivre le cycle naturel de l'arbre et des forêts? Alors, et le gros problème, il est là. Voilà. Alors, juste une chose, c'est vrai que quand on travaille dans la filière bois, des fois, on aimerait valoriser autre chose que la production de bois. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'économiquement, on n'arrive pas à valoriser, par exemple, le stockage de CO2. J'espère qu'on y viendra, parce que ça nous permettra de regarder les choses un petit peu autrement. Et puis, par rapport au problème que vous soulevez, je voulais rappeler qu'on l'a dit en Pays de la Loire, la forêt est privée à 90%.
et sur lequel la problématique est tout autre que celle que vous exprimez. Et en France, je crois, 75% de forêts privées. Et la forêt domaniale, c'est quoi, 10% de tête? Et communale, 15% à peu près. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, non? Oui, en fait, il s'avère que ma remarque est très alignée avec celle de la dame précédemment, mais ce n'était pas prévu. C'est qu'on a effectivement dit on est passé de 10 à 30% de forêt, donc en quantité, c'est un super résultat. En revanche, c'est vrai que la notion de qualité... On ne l'a pas fait exprès, hein. C'est la révolution industrielle qui a fait qu'on n'avait plus besoin d'aller couper le bois en forêt pour se chauffer. C'est ça qui a changé la donne. Hein. Il n'y a pas c'est la révolution industrielle qui a amené à ça. C'est vrai que cette notion de qualité, c'est quelque chose qu'on, selon moi, on n'entend pas assez. On sait qu'une forêt, c'est effectivement de la diversité, c'est différentes espèces. C'est ça qui lui apporte de la résilience et c'est aussi tout ce qui lui donne ses bénéfices et qui lui fait porter son nom de forêt. Et aujourd'hui, je ne représente pas une entité, mais en tant que fille d'exploitant forestier, j'ai passé beaucoup de temps en forêt et le long des exploitations. Et c'est vrai qu'on a plutôt l'impression de voir ensuite des plantations d'arbres, qu'il y a des vraies forêts renaître de ces exploitations. On voit des arbres alignés en diagonale avec très peu de sous-bois, souvent 1 à 2 espèces. Et dans cette logique de production, pour la filière économique, c'est effectivement quelque chose qui doit être nécessaire, mais comment on peut justement aller plus loin et penser en une vraie forêt, avec une qualité de forêt et pas des champs d'arbres? Alors moi, je ne vois pas tout à fait la même chose que vous quand je vais en forêt. En Pays de la Loire, vous savez ce que je vois? Je vois énormément de taillis, énormément. Et on s'interroge à Athlembois de voir pourquoi il y a autant de taillis. Parce qu'il y a finalement 3 500 000 propriétaires privés qui sont propriétaires de ces forêts, mais sur les petites parcelles, une forêt qui n'est pas du tout gérée, où il ne se passe pas grand-chose. Alors la photosynthèse, là, on est tous d'accord, elle se fait toute seule, elle n'a besoin de personne. Mais on a quand même ce souci-là avant tout de voir une forêt qui a beaucoup d'endroits. Alors je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, Philippe trépigne, mais comme il n'a pas le micro, il ne peut pas parler. Beaucoup de taillis en Pays de la Loire. Et le problème, j'ai envie de vous poser la question, qui habite dans une maison bois ici? Levez la main. Voilà. Alors, moi, je vais dire, je travaille dans une maison bois en face. Voilà. Le problème que l'on a, c'est que la forêt française, je crois, c'est plus de 60% de surface, c'est du chêne. Et le sillage de chêne en France vient de passer en dessous d'1 million de mètres cubes. Donc, en fait, pour résoudre ce problème-là, il faudrait qu'on se remette à utiliser toutes ces essences dans nos intérieurs. Qui est-ce qui a du placo dans sa maison? Moi. Qui a un intérieur bois dans sa maison? Bon, c'est assez faible. Donc en fait, on est un petit peu tous responsables de ce qui se passe. Et moi, je milite vraiment là-dessus. Je vous assure, vous ne voyez pas parce que vous êtes assis, mais en sortant, vous regarderez. Comment on construit? On ne construit pas avec du bois aujourd'hui. Et c'est ça aussi notre problème. C'est que comme on ne ramène pas de valeur ajoutée, on ne ramène pas d'argent dans la forêt, pas d'argent dans la scierie, eh ben, on est un petit peu dans un entre-deux. Voilà. Alors, je sais que ça peut choquer par rapport aux prises de position, mais je voyage beaucoup en Europe, dans le monde entier, on reçoit beaucoup des gens du monde entier. Notre problème, il est déjà avant tout là, je pense. Voilà, je me mouille. Hein. J'avais dit que je n'étais pas là pour animer, mais pour donner un avis. Guylaine ? Oui, juste pour vous répondre au sujet des champs d'arbres, hein, je crois qu'il ne faut pas oublier que la plupart des forêts que nous connaissons actuellement, avant d'être ces forêts-là, ont été champs d'arbres. Beaucoup de nos forêts en Pays de la Loire, je pense notamment à toutes les forêts du littoral qui semblent bénéficier d'un degré de naturalité énorme. Ces forêts du littoral-là ont été semées, plantées il n'y a pas si longtemps que ça. On en a perdu la mémoire et on a le sentiment désormais d'être, quand on se promène en forêt, dans une image d'Épinal. C'est les contes de Charles Perrault. On risque d'y rencontrer le loup. Mais non, ce n'est pas le loup qu'on va rencontrer en forêt. Ce sont des sylviculteurs, ce sont des forestiers, ce sont des gens qui y travaillent et qui la font vivre pour qu'ensuite on puisse bénéficier de produits en bois. Et ce dont on n'a absolument pas à rougir, je crois qu'au contraire, il faut que nous en soyons fiers dès lors que la forêt est gérée durablement. Alors, normalement, on doit couper. Vous avez le droit à 10 secondes, vous deux, parce que vous voulez parler, c'est tout, mais pas plus long, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Je rebondis sur le champ d'arbres. Vous savez, quand on fait une coupe, ce qu'on appelle une coupe à blanc, ce sont des arbres de la même génération qui, en général, ont un jour été un champ d'arbres.
Et je vous raconterai une petite histoire. J'ai vu 40 hectares de terres agricoles plantés il y a 25 ans. Et aujourd'hui, je me promène, il y a une biodiversité extraordinaire sous ces arbres qui, à l'origine, avaient été plantés en rang et qui, aujourd'hui, ressemblent à une forêt à l'intérieur. Cette biodiversité laisse complètement oublier ce qui avait été 25 ans auparavant. Donc, je trouve que c'est une très belle réponse, en tout cas, je le pense. Merci Renaud. Charlotte? Juste dans ce cas-là, faire la conclusion pour ma part, pour montrer qu'un peu le débat qu'on a aujourd'hui, c'est le même que celui qu'on a dans l'agriculture, c'est quel type d'agriculture on veut pour demain, quel type de sylviculture on veut pour demain. Donc il y a beaucoup de disparités dans la forêt française et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule réponse et qu'on a des besoins aujourd'hui auxquels on a envie de répondre d'un point de vue économique, social et environnemental. Donc la solution, elle est très complexe, mais il faut que le grand public s'y intéresse, donne son avis, comprenne les enjeux, comprenne comment on gère une forêt et on arrivera à trouver des solutions de cette manière-là. Je voulais remercier les 5 intervenants et puis vous remercier pour votre attention et on va tous pouvoir aller visiter aux arbres. Merci bien, au revoir.